Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Francis Daoud, directeur de la Société catholique de la Bible. Il évoque la figure de Hunter Biden, fils de Joe Biden, président des États-Unis. Il est reconnu pour ses frasques judiciaires, à l'inverse de son frère Beau, décédé en 2015 et médaillé de l'armée états-unienne. Que dit la Bible de ces couples de frères au destin si différent? Mais tout d'abord, Stéphane Thibaudot, membre de l'équipe, évoque le trumpisme et se demande ce qui se cache réellement derrière ce phénomène. Pour rappel, Donald Trump vient de remporter les primaires de la Caroline du Sud après celles de l'Iowa, du New Hampshire, du Nevada et des îles Vierges. Stéphane Thibaudot, bonjour. Bonjour. On est maintenant, comment dirais-je, du côté républicain, les jeux sont quasiment faits, si l'on veut. Il y a quand même des primaires qui auront lieu dans le Michigan, l'Idaho, le Missouri, le Dakota du Nord. Et le 5 mars, ce sera le Super Tuesday avec beaucoup d'États qui pèsent lourd et qui vont décider vraiment de l'avenir définitif du candidat républicain. Ces États sont le Texas, la Californie, le Colorado, la Virginie. Donc, c'est des États qui pèsent lourd. Alors, on sent vraiment se dessiner... la candidature de Trump. Nikki Haley a été battue à plate couture encore une fois dans Caroline du Sud, là où elle avait été, je pense, gouverneure. Enfin, elle était connue. Et Trump, le bulldozer Trump est passé là encore. Je vous propose, si vous voulez, de recommencer, de revoir un peu en quoi Trump, ce phénomène il a l'air inéluctable, il a l'air écrasant, rien ne peut se mettre en travers. Toutes les casseroles judiciaires, tous les scandales, tout ça, rien ne semble ternir ce phénomène-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, c'est un phénomène, en fait, qui est assez compréhensible quand on comprend ce qui peut motiver les électeurs qui votent Trump. Oui. Parce que on a l'impression, on caricature souvent le phénomène, on imagine une espèce de mouvement sectaire ou oui. une espèce d'une partie de l'Amérique qui serait complètement illuminée, serait complètement sous la coupe de ce personnage-là, qui serait devenu une espèce de gourou pour eux. Et je pense qu'on est assez loin de la vérité. Vous pensez, parce que très souvent, moi, quand je parle à des amis comme ça, vous savez, dans un café ou à la conversation de boutique ou de coin de rue, les gens haussent les épaules et disent « Oui, les Américains, qu'est-ce que vous voulez? Les partisans de Trump, ce sont des... Bon, écoutez, nous, ça ne n'arrivera jamais ici. On est beaucoup plus tolérants, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus magnanimes, merveilleux. Les États-Unis se replient sur eux-mêmes. Ce sont des gens qui n'ont jamais voyagé, et puis, etc. Ce sont des envieux et tout ça. » C'est souvent ce qu'on entend. Vous semblez, Stéphane Thibaudot, vouloir jeter une lumière là-dessus et dire que non, il y a peut-être des gens très intelligents derrière et très sensés. Absolument. Ça me rappelle une émission qui avait lieu, c'était un reportage à l'émission Aujourd'hui Dimanche, qui est excellente. Oui. Et on avait interrogé, le journaliste est allé interroger des partisans de Trump, mais il a fait une démarche objective, il a essayé d'être objectif, au lieu d'aller mettre le micro comme le font les journalistes généralement sur les pires coucous, là, on les reconnaît tout de suite, ils sont très visibles. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas le pire coucou dans mon équipe, hein? Ah, merci. Oui, parce que là, j'imagine qu'on va me classifier comme un pro-Trump, ce qui n'est pas du tout le cas. Oui, vous n'avez pas, je crois pas, vous ne donnez pas l'impression d'être un pro-Trump ou un inconditionnel de Trump. Vous essayez seulement de comprendre ce qui se passe. Exactement. Ouais, j'essaie de comprendre le personnage et son succès. Oui. Donc, les personnes qu'on a interrogées étaient très sensées dans leur discours, pas du tout éblouies par le discours du personnage. Entre autres, une de ces personnes-là a dit, écoutez, même si 1% de ce qu'il dit, s'il réalise 1% de ce qu'il dit, ça va déjà être mieux que ce qu'on a eu avec d'autres présidents. Ah bon? Donc, oui. Pour lui, il était sceptique, le monsieur. On sentait qu'il y avait un scepticisme dans sa voix, mais il disait, au fond, qu'est-ce qu'on a à perdre? L'autre candidat, ça ne nous parle même pas à nous. Il ne nous propose rien qui rejoigne nos préoccupations à nous, alors que lui, au moins, fait semblant de s'y intéresser. Donc, on va l'essayer. Objection, Votre Seigneurie. J'ai l'impression que Joe Biden a quand même fait beaucoup pour l'économie. Oui, mais Joe Biden, je parlais des élections de 2016, mais d'après la première élection, oui. Donc c'était Mme Clinton qui parlait de déplorable, oui. qui a
probablement tué sa candidature parce que beaucoup de gens se sont dit c'est de nous qu'elle parle là. Oui. Donc c'est la figure de moitié. l'élite intellectuelle de Washington qui ne voit pas, qui ne comprend pas ce que c'est que le vrai peuple qui souffre, qui travaille, qui se lève à 5 heures du matin. On a l'impression d'avoir des gens je ne sais pas si c'était du Ivy League, mais elle avait été éduquée au Wesley College, qui était le collège des jeunes filles friquées, brillantissimes, etc. Oui, mais d'ailleurs, le personnage Trump aussi, c'est pas un homme issu des classes populaires. Là. Okay. Il travaillait pour l'entreprise immobilière de son père. Ouais. Son père lui a prêté $1 million pour se lancer en affaires des années 70. Ouais. C'était pas précisément quelqu'un qui venait d'un milieu populaire, lui non plus. C'est pas un prolétaire, non, en effet. Non. Oui, mais alors, donc, le personnage Trump lui-même, alors, il se vend comme presque un self-made man. Il se vante de s'être fait à la force en son propre poignet. Il semblerait, enfin, il se vend comme étant l'incarnation moderne du rêve américain. Absolument. C'est le personnage qui joue, mais en réalité, quand on regarde sa biographie, c'est pas ça du tout. Ah bon? Non, c'est un monsieur qui a eu le pied à l'étrier, comme je disais. Le $1 million du père, oui. Déjà $1 million. Oui. Il est arrivé sur le marché de l'immobilier. Il a déjà travaillé pour l'entreprise de son père à New York. Oui. Donc, la seule bonne décision qu'il a prise, en fait, là où il y a eu du flair, c'est qu'il s'est lancé dans le secteur de Manhattan, qui à l'époque n'était pas prisé comme il l'est aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, lui a vu que ce secteur-là pourrait se développer, puis il s'est lancé là-dedans, il a fait beaucoup d'argent. Mm-hmm. Par contre, par la suite, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de réussite en affaires, il y a eu plutôt une suite de faillites. Mm-hmm. C'est révélé plutôt un mauvais homme d'affaires, mais il y a un talent particulier, c'est que c'est un battleur. C'est quelqu'un qui réussit à créer une réalité alternative et à la vendre aux gens. Mm-hmm. C'est une qualité ou c'est... Pardonnez-moi, mais c'est une qualité ou une psychose? On peut trouver que c'est un défaut aussi. Mais bon, il y a aussi un Steve Jobs qui est un petit peu dans ce cas-là aussi. Oui. Mais lui, c'est plus un manipulateur. C'est vraiment quelqu'un qui il a réussi à manipuler ses créanciers pour pas être mis en faillite personnelle. C'est quelqu'un qui a toujours réussi à manipuler les gens pour les amener à voir les choses comme lui les voit. Et il réussit très bien avec les Américains aussi. C'est parfaitement comment manipuler l'opinion publique, ça, effectivement. Pensez-vous que c'est calculé chez lui ou c'est sa nature d'être comme ça? Peut-être un peu des deux, je dirais. Il est conscient aussi il l'a déjà dit d'ailleurs dans une entrevue. Il disait, je pourrais descendre dans la rue puis descendre quelqu'un puis je peux frêler quand même. Ah bon? Oui. C'est engageant, oui, c'est engageant. Ça peut penser ce que vous dites de Donald Trump. Je ne sais pas si c'est Vilfredo Pareto, le sociologue de Harvard, je pense, ou Lord Acton. Enfin, c'est un grand personnage, parle anglais et historien ou sociologue. Il disait que l'histoire, les grands hommes, ont souvent une vie de bad boys. C'est pas les gens rationnels, moraux, honnêtes, équilibrés, qui paient leurs impôts, etc., qui font l'histoire. Ce sont souvent des délinquants. Malheureusement, oui, c'est souvent le cas. Pas toujours, mais très souvent. Oui. Donc, des gens qui savent manipuler, qui savent plaire, qui savent... Des fois, qui ont peut-être un profil un petit peu psychopathique. C'est ça, voilà. Et c'est dommage. C'est dommage, malheureusement, parce que les gens ont tendance à les suivre, parce que c'est des gens qui sont très sûrs d'eux. Oui. Moi, j'ai rencontré une fois dans ma vie quelqu'un qui avait ce profil-là. Mm-hmm. Et c'était un collègue, puis je l'ai vu mentir, mais avec tellement d'aplomb que moi-même, j'avais assisté à la chose, puis je savais qu'il racontait des choses. Puis j'ai presque cru. Et je savais qu'il mentait parce que j'avais été témoin, puis j'ai dit, mais c'est pas ça qui s'est passé. Mais j'ai presque cru tellement qu'il mentait avec aplomb. C'est vraiment le ton qui fait beaucoup. Hein? On peut dire n'importe quoi, mais c'est le ton, c'est la conviction qui compte. Alors, je reviens à cette phrase. Vous avez cité Hillary Clinton qui s'était présentée pour les démocrates aux élections de 2016, et elle avait plombé sa campagne, notamment en tenant un discours sur The Deplorables. C'était surtout ces gens du Midwest, ou les gens qui étaient tentés par la candidature Trump. Et évidemment, ça lui a coûté sa présidence, entre autres. Ça, entre autres, lui a coûté la présidence. Mais vous me dites là, et je vais en venir à ça, beaucoup d'électeurs de Trump ou de sympathisants sont des gens gentils, sympathiques, intelligents, sensés comme vous et moi. Absolument, oui. C'est tout simplement des gens qui
qui ne se sentent plus représentés par la classe politique. Oui. Puis ils se sont cherchés un candidat anti-système. Et d'ailleurs, quand on regarde Bernie Sanders, avant les élections de 2016, on avait fait un sondage avec les différents candidats possibles chez les démocrates. Et Bernie Sanders était le seul qui se démarquait en cas si on l'avait présenté comme candidat face à Trump, il aurait gagné les élections avec une bonne avance. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que beaucoup d'électeurs qui ont voté Trump auraient appuyé Bernie Sanders. Donc, ça semble totalement illogique. Sanders étant vraiment presque à l'extrême gauche, anti-système, Trump étant à l'opposé complètement, les deux, je dirais pas qu'ils se ressemblaient, mais je préférais prendre une bière avec Bernie Sanders qu'avec Donald Trump, je vous le confesse. Mais les deux, l'électorat aurait pu être interchangeable. Absolument. Ah bon? Oui, quand on regarde, par exemple, le Michigan, qui est un État traditionnellement démocrate, oui, tout à fait. qui a été remporté par Trump. Donc, cet État... En fait, les gens sont pas tellement attentifs au discours. C'est pas tellement au discours qu'ils sont attentifs, plutôt à ce que les candidats représentent pour eux. Ce qu'ils dégagent, la confiance, où ils ont l'impression d'être écoutés par ces candidats qu'on appellerait populistes? Exactement. D'accord. C'est des gens qui réussissent à donner une voix à leurs préoccupations, à leurs demandes, et qui souvent en plus se sentent ignorés. Donc, les deplorables, c'est des gens, tout ce qui est le Midwest, la Rusty Belt, le Deep South, c'est des gens dont on parle jamais dans les médias aux États-Unis ou presque. Beaucoup d'hommes, mais pas que des hommes. Hein? Oui. Beaucoup d'hommes aussi, mais et aussi étonnamment des gens par exemple, la communauté latino-américaine a voté à 29% pour Trump, malgré tout ce qu'il a pu dire sur les latinos. Oui, tout à fait, vous avez raison. Mais donc, il y avait quand même... Oui. Ben, il y avait quand même... il rejoignait quand même plusieurs groupes qui se reconnaissaient en lui dans ce qu'il disait, parce qu'ils voyaient leurs préoccupations, ils reflétaient leurs préoccupations. Est-ce que vous avez mentionné le décalage des élites par rapport au peuple? Ça, c'est une thèse tout à fait très à la mode ces temps-ci. Justin Trudeau et son gouvernement et toute son équipe en donnent une illustration absolument éloquente jour après jour d'une déconnexion totale. Et c'est de plus en plus décrié à droite et à gauche. Les sondages montrent Pierre Poilievre, le conservateur, mené dans les sondages et depuis au moins 6 mois. Et vous adhérez à cette thèse-là que les élites sont vraiment déconnectées du vrai monde, du vrai peuple, ou c'est encore une fois comment dirais-je, c'est un petit peu le fer de lance des populistes? Non, je pense que c'est pas une thèse populiste. D'ailleurs, Christopher Lasch l'étaye très bien. C'est qui, lui? Christopher Lasch, c'est un sociologue qui écrit plusieurs essais très, très connus, dont celui-là, La révolte des élites. Oui. Il est mort en 1994, je pense, non? Oui, c'est ça. Aux États-Unis, exactement. Ça a été son dernier livre, d'ailleurs, La révolte des élites. Donc, publié au début des années 90. Déjà, il observait le phénomène. Et il voyait se créer vraiment un clivage entre les élites. Les élites, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que les populistes n'en parlent pas dans un sens un peu vague, mais il y a un sens beaucoup plus précis. C'est pas seulement les élites, la grande bourgeoisie d'argent, c'est aussi la bourgeoisie du savoir. C'est des gens qui ont des diplômes universitaires, qui sont dans les médias, qui sont dans les institutions scolaires, etc., et qui, dans les médias, j'ai déjà dit. Et donc, c'est des gens dont on entend beaucoup la parole, ils monopolisent la parole publique. Ils ont gagné la guerre culturelle en quelque part. On parlait de Gramsci. Aux États-Unis? Donc, aux États-Unis, mais partout, en Occident. C'est pas mal le cas partout en Occident. C'est un phénomène très, très occidental. Donc, on n'entend guère que ce discours-là. Alors, élite de gauche ou de droite, les élites, on se fiche maintenant qu'elles soient de gauche ou de droite, elles sont de l'élite. Exactement, oui. C'est de gauche et de droite. Vous avez cité, Stéphane Thibodeau, les médias. On est en train de dépioter un peu ce qu'il y a derrière le phénomène Trump et qui mérite d'être vraiment analysé et froidement, en dehors de toute partisanerie ou hystérie.
vous avez parlé des médias. J'entends souvent dire que Trump a été, c'est pas une créature des médias, mais les médias ont puissamment contribué à sa popularité. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Absolument, c'est même essentiel. Ah oui? Trump a joué d'une façon magistrale, il faut bien lui donner ça. Mm. Il a joué d'une manière magistrale avec les médias et il continue, puis ça fonctionne. Parce qu'il a compris une chose, c'est que les Américains, en général, une majorité d'Américains n'aiment pas les journalistes. Et c'est aussi le cas au Québec. Il y avait un sondage, je me souviens pas quelle année ça avait été publié, puis dans les catégories de professions qui étaient les moins considérées, les journalistes étaient dans à peu près la dernière position. Et j'ai encore choisi la mauvaise voie. Je suis journaliste. Non, mais c'est juste pour indiquer que Oui. dans la profession journalistique, on a peut-être un petit peu perdu le contact avec la population. Et on s'est peut-être un petit peu enfermé dans un quant à soi, Oui. dans une petite tour d'ivoire, une chambre d'écho, Oui. comme on dit maintenant. Oui. Et on a perdu un petit peu le contact avec les gens, puis on a tendance à avoir un regard un petit peu méprisant parfois sur les gens ordinaires qui sont analphabètes fonctionnels. Ça, je l'ai vu revenir souvent d'ailleurs, cette prétendu 53% d'analphabètes fonctionnels au Québec. Ce qui est totalement faux. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous dites, Stéphane Thibodeau, c'est que les médias sont censés faire un travail de médiation entre le citoyen lambda, si vous voulez, et le réel. Le média rapporte, explique, et donne un point de vue, un éclairage. Or, on a l'impression que le média est devenu à créer son propre réel. Pas tous les médias, on peut quand même pas généraliser, mais il y a une forte tentation dans les médias, qu'ils soient écrits ou oraux ou télévisuels, d'être des créateurs à partir d'un réel donné. L'interprétation prend le pas souvent sur, je dirais pas la vérité, mais sur l'objectivité ou sur ce qui se passe réellement. Comprenez-vous? Oui. Et c'est une tendance, malheureusement, qui est universelle chez l'être humain. On a tendance à souffrir de ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ah oui. Tout le monde en est affecté, mais ce qui se passe, c'est qu'on dirait on a une partie, en tout cas, des journalistes ont perdu le réflexe autocritique. Oui, c'est vrai. On ne sent plus ce réflexe autocritique-là de se dire, OK, donc j'ai cette interprétation-là, par exemple, d'un événement quelconque. Oui. Est-ce que c'est vraiment la bonne ou est-ce qu'il y en a d'autres possibles? Mm-hmm. Donc, en plus, il y a des contraintes de temps, là, j'imagine, là, on a 3 minutes pas encore. passer des... Ah, bon. Ah oui, nous aussi, on a une contrainte de temps. Il n'y a pas que... Ah oui, malheureusement. 3-4 minutes. Donc, c'est ça, souvent, les journalistes sont obligés de faire vite. Donc, ils vont aller vers ce qui leur semble le plus évident et ils vont passer à côté peut-être d'une description un petit peu plus objective. C'est pour ça qu'à la radio, on offre beaucoup de temps d'antenne aux invités. Au moins, ils peuvent développer une pensée. Stéphane Thibodeau, il y a quelque chose qui m'intéresse. Ça sera ma dernière question. J'aimerais beaucoup mettre Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, dans ce qui se passe aux États-Unis parce que lui, il parle du retour. Enfin, il parle de mille choses, mais il parle du retour du refoulé. Pensez-vous que Donald Trump est l'espèce de paratonnerre ou un peu comme un sourcier, vous savez, qui regarde, il promène son instrument par terre à droite et à gauche et il découvre qu'il y a une source cachée là ou que ça bouillonne ici ou que là. Est-ce que Donald Trump serait celui par qui le scandale arrive, mais le scandale est déjà là de façon latente? Oui, je pense que c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a senti qu'il y avait une espèce de colère populaire à exploiter. Et il joue un petit peu il joue un personnage de troll. Oui, tout à fait, oui. C'est Trump un le troll, oui. C'est quelqu'un qui lance des énormités. Et là, les journalistes se lancent là-dessus. Puis, je me souviens qu'en 2016, on a annoncé à peu près 50 fois que sa carrière politique était finie après une telle ou telle déclaration. Puis, au contraire, sa popularité augmentait. Donc, au contraire, quand une partie des Américains se réjouissent quand ils entendent sortir ces énormités-là. Et quand tu vois que les journalistes, ça les fait bondir, ça les réjouit. Ça réjouit une partie des Américains qui disent il les dérange. Ça me rappelle tout le temps cette histoire de Salvador Dali, le peintre, vous savez. Il était appelé à New York pour inaugurer un musée, ou je ne sais pas trop quoi, enfin une maison, un édifice, une bâtisse, et qui était en vitre, en verre, n'est-ce pas? Alors,
il devait poser la première pierre ou poser une pierre ou lancer une bouteille de champagne. Enfin, il devait faire un truc comme ça. Et il prend, je crois, une pierre qu'il doit poser cérémonieusement devant la porte d'entrée ou devant je ne sais pas trop quoi. Bon. Et là, il y a le maire, le président, il y a tout le monde qui est là, et puis il est pénétré de gravité, et soudain, zing, il lance la pierre dans la vitrine, ça explose, les gens sont interdits, et soudain, tout le monde applaudit et hurle d'enthousiasme. Écoutez, Stéphane Thibodeau, merci beaucoup pour ces propos sur le Trumpisme et Donald Trump et tout ce qu'il y a derrière. On comprend très bien que vous n'êtes pas vous n'applaudissez pas des deux mains, mais vous essayez seulement de comprendre ce qui se passe derrière ces hystéries pour ou contre Trump. Merci beaucoup. On vous retrouve dans un mois à peu près. Parfait, merci. Au revoir, Stéphane. À venir sur les ondes de Radio VM, le bon et le mauvais fils. On vous revient après la pause publicitaire.